Nous allons continuer par l'étude de la région postérieure. Le muscle infraépineux prend son origine sous l'épine de l'omoplate dans la fosse infraépineuse. Il est triangulaire à base interne et ses fibres convergent vers un tendon épais qui s'insère sur la surface d'insertion oblique du tubercule majeur du trochitère. Le muscle teres minor prend son origine dans la fosse infraépineuse, le long de la moitié supérieure du bord latéral de la scapula. Il longe le rebord inférieur de la scapula et s'insère sur le tubercule majeur, en arrière de l'infraépineux, sur une surface osseuse verticale. Pour obtenir une belle vue sagittale de la fosse infraépineuse, on part de la vue sagittale de la fosse supraépineuse que l'on a vue tout à l'heure, puis on part vers l'arrière, par-dessus l'épine de la scapula, pour prendre cette belle pente osseuse que l'on voit en profondeur de l'image et qui correspond au plancher de la fosse infraépineuse. En surface, on observe le galbe du muscle infraépineux situé en profondeur du faisceau postérieur du muscle deltoïde. La coupe suivante est la coupe axiale du muscle et du tendon infraépineux. On est parti de la coupe sagittale, on pivote dans un plan axial oblique qui va épouser l'obliquité du muscle infraépineux, puis on va le suivre, cheminant vers l'articulation scapulo-humérale que l'on va voir en profondeur, puis vers son insertion que l'on voit ici sur la grosse tubérosité de l'humérus. En profondeur, on note l'existence de cette articulation et d'un labrum hyperéchogène triangulaire que l'on voit ici. Lorsque cette coupe axiale de l'articulation gléno-humérale postérieure est réalisée en rotation neutre ou en rotation médiale, le tendon infraépineux est plaqué contre l'articulation. Pour sensibiliser la détection d'un épanchement, on peut demander au patient de faire des rotations externes qui relâchent l'infraépineux et la capsule articulaire. Lors de cette manœuvre, on observe à gauche de l'image une structure qui se dilate et se rétracte qui correspond à la veine infraépineuse au sein de l'échancrure spinoglénoïdienne. Nous allons terminer l'exploration de la région postérieure par l'analyse du teres minor et de ses rapports avec l'infraépineux. Sur cette coupe sagittale très latérale, on peut mettre relativement facilement en évidence la facette oblique du tubercule majeur sur laquelle s'insère l'infraépineux et sa facette d'insertion verticale sur laquelle s'insère le teres minor, ici sous ma flèche. On poursuit l'exploration du teres minor par des coupes en translatant la sonde à partir de notre coupe sagittale de référence. Donc vous voyez que dans ce cas favorable, le sujet présente une cloison tendineuse intramusculaire parfaitement identifiable et facile à différencier de la cloison sous-jacente de l'infraépineux. Le nerf suprascapulaire est issu directement du tronc supérieur du plexus brachial. Il va cheminer ensuite latéralement à la face profonde du trapèze, puis passer par l'incisure scapulaire, puis par l'échancrure spinoglénoïdienne à la face postérieure de la scapula. Revenons dans un plan axial sur cette échancrure spinoglénoïdienne où se trouve une veine de laquelle est satellite la branche terminale du nerf suprascapulaire. Si l'on remonte toujours dans un plan axial pour suivre ce pédicule à la face profonde du muscle épineux, on va le voir passer sous l'épine de la scapula, c'est une zone aveugle, puis on va le récupérer dans la fosse supraépineuse, toujours au contact de l'os de la scapula, pour le suivre vers le haut jusqu'à l'échancrure suprascapulaire. Le nerf axillaire est issu du faisceau postérieur du plexus brachial. Il naît dans le creux axillaire, se dirige latéralement, puis passe au niveau de l'espace axillaire latéral ou quadrilatère de Velpeau. Ce quadrilatère est formé du col chirurgical de l'humérus latéralement, du chef long du triceps en médial, du teres minor en haut et du teres major en bas. Puis il cravate la face postérieure du col chirurgical de l'humérus et se termine à la face profonde du deltoïde. Nous allons maintenant tenter de mettre en évidence le nerf axillaire au niveau du quadrilatère de Velpeau. Pour ce faire, on repère, comme on l'a vu sur les coupes précédentes, le teres minor. À la partie juste inférieure du teres minor, qui constitue le plafond du quadrilatère de Velpeau, on individualise un pédicule vasculo-nerveux, le triceps en profondeur, et il suffit de tourner autour de ce pédicule pour le voir cravater
la diaphyse humérale. Donc ici la petite artère et ici probablement le petit nerf. Nous allons terminer par une sur le nerf axillaire. Cette fois-ci, nous allons repérer le nerf axillaire au bord latéral de la diaphyse humérale. Donc vous voyez ici l'artère et ici le petit nerf. Et nous allons basculer la sonde à 90 degrés. Basculons la sonde pour essayer d'obtenir l'image longitudinale dans son grand axe du nerf axillaire que voici.